Bonjour à tous, je suis Mathieu Richard, je suis vice-président de la section hôtellerie pour l'UMI 35 et accessoirement directeur de l'hôtel Magico La Reine. Donc, merci à vous tous d'être présents pour ce webinaire. Ce que nous voulons vous dire, c'est qu'à l'heure où les réouvertures de nos structures se précisent, on a jugé opportun de vous réunir pour évoquer ensemble cette reprise, en l'anticipant, en se doutant bien qu'évidemment une majeure partie des personnes présentes ici ont déjà fait des actions en ce sens. La réunion, elle va porter essentiellement sur les problématiques inhérentes à la santé au travail, bien évidemment. Ce webinaire, il se fait à l'initiative de la ST35 grâce à Madame Boitin et à Madame Robin, et évidemment en collaboration avec l'UMI 35. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Madame Boitin, qui ensuite la passera ma foi à Madame Robin. N'hésitez pas effectivement à intervenir, pas de façon orale. C'est vrai que si vous voulez faire une demande par message, même si ça enlève un petit peu de convivialité, ça sera plus simple. Merci à vous et bon webinaire. Merci. Alors, comme je vous l'ai rappelé, j'ai oublié de vous dire une petite chose tout à l'heure. J'ai un peu de mal à faire passer mes diapos, ça va. Je ne sais pas pourquoi, ça va fonctionner tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, ce webinaire est enregistré. On aura peut-être la possibilité de proposer un replay à des personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Pour ceux qui auraient activé votre caméra, ne vous inquiétez pas, si effectivement il y a un replay qui sera disponible, vos visages seront floutés, parce qu'effectivement, on n'a pas de droit à l'image, on ne vous a pas fait signer de droit à l'image, mais vos visages seront floutés. Donc, gardez vos caméras allumées, ne vous inquiétez pas. On floutera vos visages si c'est nécessaire. Voilà, donc au menu aujourd'hui, l'idée c'est qu'on a un peu fait le programme de ce webinaire en fonction aussi des attentes, après discussion avec Monsieur Richard, entre autres, hein, des attentes de votre secteur d'activité. Donc, en premier lieu, moi, je vous parlerai avec l'aide de ma collègue médecin du travail, Aurélie Oxenander, qui est présente tout à l'heure, des modes de transmission du SARS-CoV-2 et des recommandations qui sont spécifiquement relatives à votre secteur d'activité. Je ferai un focus un peu particulier, un petit peu particulier sur la travail. Ah, il y a un micro qui n'est pas éteint. Merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, est-ce que tu peux regarder sur la liste des participants? Non, tu n'y as pas accès. Non, je vais faire rapidement, voir si tout le monde a bien coupé son micro. Merci à tous. Si vous pouvez désactiver votre micro, ça évitera les bruits parasites. Merci. Donc, je disais un petit focus sur l'assainissement de l'air et la ventilation de locaux de travail, puisque effectivement, on s'est rendu compte que la concentration des virus dans les lieux clos était une source de contamination importante. Donc, j'essaierai de vous donner quelques éclairages par rapport à ça. Et puis, ma collègue Sandrine Robin prendra le relais sur la troisième partie, sur un sujet, je pense, qui vous préoccupe tous énormément, c'est la remobilisation des équipes. Donc, elle vous donnera quelques idées, quelques conseils pour une ouverture optimisée. Voilà. Alors, toujours un petit souci pour faire passer ma diapo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi elle ne passe pas. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut que je tape 5 fois pour qu'elle apparaisse. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, je vous l'ai dit, on va parler des modes de transmission. Peut-être, Dr Oxenander, prenez la parole sur cette question. Oui, merci. Donc, Dr Aurélie Oxenander, je suis médecin du travail au sein de la ST35. Donc, moi, je vais vous faire quelques rappels, même si vous avez certainement déjà des notions, mais sur les modes de transmission de la Covid-19. La première chose à savoir, c'est que les portes d'entrée sont les yeux, le nez et la bouche. La deuxième chose très importante, c'est qu'il faut savoir qu'une personne infectée peut avoir développé des signes de la maladie ou non, donc ne se sait pas forcément infectée. Il faut donc se méfier de tout le monde et éventuellement de soi-même.
Une personne qui est infectée va envoyer dans l'air des gouttelettes qui seront chargées en virus. Ces gouttelettes peuvent rester en suspension dans l'air, c'est ce qui forme des aérosols. Ces aérosols peuvent migrer à distance en fonction des flux d'air dans la pièce. Et cette charge en microbes peut également être amenée à se concentrer dans l'atmosphère si on partage un espace clos insuffisamment ou non aéré. Ensuite, ces gouttelettes vont retomber sur les surfaces alentours. Alors, ça peut être des personnes à proximité, si vous êtes dans un rayon de moins de 2 mètres. Ça peut être également toutes les surfaces inertes, comme les tables, les assiettes, etc. Donc, si les gouttelettes arrivent directement sur la personne, c'est ce qu'on appelle une contamination par contact direct. Pour ce qui tombe sur les surfaces, là, on peut avoir une contamination par contact indirect si vous allez poser vos mains sur la surface qui a été souillée, puis que dans un deuxième temps, vous portez vos mains à votre visage. Alors, si tu peux, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a deux principaux modes de contamination. Il y a tout ce qui est voie aérienne. Donc, les voies aériennes, je vous le disais à l'instant, c'est quand on est à moins de 2 mètres d'une personne. C'est quand il y a des projections de gouttelettes, soit simplement parce que la personne respire. Et il faut savoir que quand la personne parle, surtout si elle parle fort, si elle chante, si elle tousse ou elle éternue, là, elle va projeter beaucoup plus de gouttelettes et beaucoup plus loin. Et tous ces aérosols là, peuvent quand même migrer sur des distances plus ou moins longues. Donc, sur cette transmission aérienne, ce qui sera le plus efficace, c'est le port du masque, puisque à la fois, si une personne infectée porte un masque, ça va empêcher la projection de ces gouttelettes contaminées dans l'atmosphère autour. Et ça va protéger la personne qui porte le masque, puisque ça va faire un effet barrière devant son nez et sa bouche. Par contre, soyez vigilants, ça ne protégera pas vos yeux. Pour tout ce qui est contact direct, donc vous pouvez recevoir directement les microbes sur vous. La personne peut s'en projeter aussi sur les mains, puis en projeter directement sur vous. Donc là, c'est le direct. Et l'indirect, c'est quand elle va donc contaminer une surface, donc une table, et que vous allez poser vos mains sur la surface. Là, vous aurez des mains chargées en microbes et vous pourrez vous contaminer en portant vos mains à votre visage. Donc là, c'est le lavage et la désinfection des mains et des surfaces qui sera efficace pour vous protéger. Très bien. Alors, je vais reprendre la parole. Juste vous parler un peu rapidement du protocole national dans l'entreprise. Alors, effectivement, les autorités ont réagi relativement vite l'année dernière à l'arrivée de cette crise sanitaire et ils ont établi un protocole national qui a été mis à jour à plusieurs reprises pour aider les entreprises à mettre en place les mesures de prévention dans leur structure. Alors, ce que recommande ce protocole national, c'est au préalable, c'est d'évaluer les situations à risque d'exposition au virus dans les différentes entreprises. Elles peuvent être différentes en fonction des secteurs d'activité, alors elles sont très spécifiques chez vous. Ce protocole recommande aussi d'associer systématiquement les instances représentatives du personnel quand il y en a, évidemment, dans les structures les plus petites, ce n'est pas le cas. En tout cas, elle recommande toujours un cadre concerté, que ces mesures de prévention soient partagées par l'ensemble du personnel. C'est toujours beaucoup plus facilement acceptable quand c'est le cas. Et ce protocole national recommande aussi de désigner un référent Covid et en fonction de la taille effectivement de l'établissement, il peut s'agir évidemment dans la plupart des cas du chef d'entreprise. Ce référent Covid, il a plusieurs missions. Ça peut être très technique, c'est acheter les EPI, s'assurer qu'on a un approvisionnement suffisant en moyens de désinfection, etc., etc. Et puis, il peut aussi se charger des différents protocoles organisationnels, l'arrivée des personnes dans l'entreprise, des choses comme ça. Donc, le référent, il a vraiment un rôle assez essentiel. Et en fait, pourquoi cette recommandation? C'est que finalement, quand une seule personne est en charge de ces questions, il y a plus de chances qu'il y ait une efficacité optimisée. Donc ça, c'est plutôt au préalable. Et puis effectivement, dans la mise en œuvre de ce protocole national, ce qu'il préconise, c'est qu'un plan d'action soit réfléchi, écrit idéalement, et que des mesures soient effectivement écrites et tout en s'assurant qu'il y a une faisabilité de ces mesures. Des choses qui ne sont absolument pas effectives seront contre-productives. Par exemple, si on note quelque part que toutes les poignées de porte doivent être nettoyées toutes les minutes, on sait bien que c'est totalement irréalisable. Donc, effectivement, il faut que ce soit des mesures qui soient réalisables dans l'entreprise. On recommande aussi dans ce protocole national qu'il y ait une mise à jour régulière en fonction de l'activité, parce qu'elle peut changer, et puis s'assurer effectivement de la réalité, de l'effectivité de ces mesures, et puis s'assurer aussi de modifier ces mesures de prévention en fonction de la situation épidémiologique de la région dans laquelle on vit. Effectivement, en Bretagne, on a plutôt été plutôt gâtés depuis un peu plus d'1 an.
Et puis, ce protocole recommande aussi d'informer régulièrement l'ensemble des salariés, alors par tous les moyens qui puissent exister, hein, la note de service, le règlement intérieur, donc le faire à des intervalles réguliers, puisque effectivement, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours de la dernière année, même si effectivement, vous, ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes fermés. Alors, juste un petit point, effectivement, ce protocole préconise aussi d'accorder une attention particulière aux travailleurs détachés, saisonniers, intérimaires et CDD. Vous êtes particulièrement concernés dans votre secteur d'activité. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est des personnes qui vont rester pendant des temps en général limités dans l'entreprise et donc qui vont avoir accès peut-être à ces informations-là de manière moins efficace. Donc, voilà, leur attacher une attention particulière, peut-être en étant plus insistant sur les moyens de prévention mis en place dans l'établissement. Alors, si on est tous là aujourd'hui, c'est que aussi, cette réouverture, elle est énormément attendue, mais elle pose aussi question, évidemment, puisque votre secteur d'activité réunit plusieurs facteurs aggravants, c'est peut-être pas le mot, mais plusieurs facteurs concomitants qui font que la situation est un peu particulière dans votre secteur d'activité. Effectivement, on est face à un virus qui est très contagieux. Vous travaillez dans des lieux où on parle, où on mange aussi. Et puis, il y a un déséquilibre dans le mode de protection puisque les clients ne portent pas de masque, enfin en tout cas pendant une grande partie du temps. Et donc, il y a une situation de contamination à risque plus important, effectivement, dans votre secteur d'activité. Cette petite diapo pour vous rappeler qu'on peut avoir tendance, dans les moyens de prévention, à privilégier d'emblée les moyens techniques, c'est-à-dire la désinfection, le port du masque, etc. Mais juste, en général, quand on s'intéresse à la prévention des risques professionnels, on doit s'appuyer sur 3 piliers. Les ressources humaines, alors en l'occurrence, donc il y a oublié de couper son micro, je l'éteins. Les ressources humaines, je le disais, via le référent Covid, par exemple, les informations qui sont transmises aux salariés. Donc, évidemment, les ressources techniques, hein, mais aussi des ressources organisationnelles, la réflexion sur les horaires, les flux de circulation. Donc, ma collègue Sandrine Robin, je pense insistera un petit peu plus sur ces 2 autres piliers très, très importants dans les moyens de prévention face à la prévention de ce risque biologique. Alors, les précautions à prendre. Alors, vous allez voir, il y en a certains sur lesquels je vais plus insister que d'autres, parce qu'il y en a plein que vous connaissez évidemment déjà. Le nettoyage des mains, alors idéalement avant toute manipulation de vaisselle ou d'ustensiles propres, après chaque contact avec une surface possiblement souillée, et puis après chaque dessert et encaissement. Alors, le lavage des mains, il peut se faire de 2 manières, hein, à l'eau et au savon, et grâce à une solution hydroalcoolique. Un petit focus sur les gants, que je ne recommande absolument pas. Alors, je ne suis pas la seule, hein, ce n'est pas moi seule. Effectivement, on a pu voir, d'ailleurs, les magasins ont été assez vite dévalisés et les gants ne sont absolument pas une solution de protection parce qu'ils donnent un faux sentiment de protection. Ça peut même être un vecteur de transmission, puisque finalement, le risque de porter les mains au visage sont les mêmes si on porte ou non des gants. Et il a été démontré que le risque de contamination est équivalent, voire même supérieur, puisque finalement, l'hygiène des mains, elle est finalement moins spontanée quand on porte des gants et moins réalisable, évidemment, aussi. La distanciation physique, ça, on en a tous entendu parler. Je vous en parle pour vous montrer qu'il y a des zones dans l'entreprise, en général, qui sont où la distanciation physique est plus difficile à respecter. C'est le cas des vestiaires, par exemple, ou des zones fumeurs, où là, on ne porte pas le masque. Donc, attention à ces lieux. La ventilation aération, on va le détailler plus en détail juste après. Juste les grands principes, c'est une aération régulière. Et surtout, on évite le recyclage et la recirculation d'air. Alors, la climatisation, parfois, utilise ce mode du recyclage, parce qu'effectivement, le risque, c'est de concentrer le virus dans un lieu clos. Alors, nettoyage et désinfection, c'est pareil, je ferai un petit focus tout à l'heure. Le point le plus important, effectivement, c'est de faire la différence entre nettoyage et désinfection. La désinfection, elle doit avoir lieu sur les points de contact qui sont régulièrement touchés par les personnes. Donc, poignée, interrupteur, rampe, on fera un petit focus tout à l'heure. Et puis, dans les précautions, évidemment, c'est le port du masque, idéalement chirurgical ou de type
ou de type 1, et la visière éventuellement en plus, puisque le docteur Oxenholmer vous l'a dit tout à l'heure, la contamination, elle peut avoir lieu aussi via les yeux. Donc, le masque ne protège pas de cette contamination. Toutefois, je ne vous recommande absolument pas la visière dite de bouche, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Pour redire sans gluten. Laissez son micro. Hop, ça y est, j'ai désactivé le son. Pour les raisons que le docteur Oxenholmer vous expliquait tout à l'heure, éventuellement, ça va limiter la projection des postillons, à la fois du porteur de cette visière de bouche et des clients, mais ça ne va absolument pas arrêter les aérosols qui sont émis lorsqu'on parle. Donc, je ne vous recommande pas du tout cette visière, même si on peut être tenté de l'utiliser dans votre secteur d'activité, puisque c'est beaucoup plus convivial, on voit le visage de la personne, mais en tout cas, ce n'est pas un moyen de protection efficace et recommandé. Et évidemment, le masque pour les clients qui se déplacent dans le restaurant. Alors, j'ai toujours mon petit problème de passage de diapo, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, je vous avais dit un petit focus sur le nettoyage et la désinfection, puisqu'il y a une différence. Un nettoyage, il a pour objectif d'éliminer les souillures. Donc, avec des détergents que vous avez tous dans vos établissements qui contiennent des tensions actifs, on peut obtenir une destruction des virus enveloppés. Le virus enveloppé, le SARS-CoV-2 en fait partie, qui sont un peu plus fragiles que les virus nus. Toutefois, quand on utilise des tensions actifs, on a un temps d'action plus long. Donc, ça nécessite plusieurs étapes, un nettoyage avec une action mécanique, une éponge, un balai, etc., un rinçage et un essuyage. Donc, le nettoyage, il est plutôt dédié aux surfaces dans lesquelles on a beaucoup moins de risques de trouver du virus. Alors, c'est les sols, par exemple, des étagères en hauteur, des choses comme ça. Donc, en fait, ça, je ne vous préconise pas forcément d'aller faire une désinfection avec des produits biocides pour vos sols. Ce n'est pas forcément nécessaire. Un nettoyage classique bien réalisé est suffisant. La désinfection, elle, on l'a dit tout à l'heure, elle est plutôt dédiée aux surfaces avec des points de contact fréquents. Et là, dans ces cas-là, on utilise des substances biocides qui vont agir dans un temps limité, idéalement moins d'une minute. Rapidement, c'est un petit peu technique, mais je vous donne la liste des produits que recommandent les différentes autorités françaises et européennes sur les substances chimiques efficaces contre le SARS-CoV-2, les ammonium quaternaires en mélange, alors au moins 2 ou 3 ammonium quaternaires en mélange dans le produit. Juste à chaque fois, j'ai rappelé les dangers que peuvent représenter l'utilisation de ces produits si on ne porte pas de gants, par exemple, ou si on a des projections au visage ou dans les yeux. Donc, les ammonium quaternaires sont corrosifs pour la peau et les muqueuses. Ils sont aussi très irritants pour l'œil et ils peuvent provoquer des allergies. Alors, l'hypochlorite de sodium, autrement appelé eau de javel, qu'on a tous ressorti un peu des placards, parce qu'effectivement, n'était pas trop préconisée dans les entreprises depuis quelques années, parce qu'effectivement, elle pouvait, déjà, elle est un peu dangereux pour l'œil, et pouvait dégager un gaz chloré qui est très dangereux pour les voies respiratoires lorsqu'il est mélangé à des acides et des tartrans, par exemple. Toutefois, ça reste un produit très, très efficace contre les virus. Aux doses qui sont indiquées ici. Le PowerPoint vous sera transmis, donc je ne vais pas détailler, mais vous pourrez avoir accès à ces différentes concentrations en relisant le document juste après. Le peroxyde d'hydrogène, qui est plutôt une substance qui est utilisée dans le milieu industriel et dans le milieu hospitalier, mais que vous pouvez retrouver dans vos cuisines aussi, qui est très efficace, qui a l'avantage aussi, en se dégradant, de ne produire que de l'eau et de l'hydrogène. Donc, c'est plutôt un produit très bon pour l'environnement. Il est très acide, donc en fait, il est assez irritant pour les yeux. Et évidemment, l'alcool à 70 ou l'isopropanol, qui est très efficace, qui coûte pas cher et qui, pour la désinfection des surfaces de manière très, très rapide, c'est parfait. Donc, les 4 produits que je vous ai dit là, quand ils sont aux doses préconisées, ils ont un pouvoir virucide efficace, souvent autour de 30 secondes. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous commandez un produit, c'est en amont, demander la fiche technique et éventuellement la fiche de données de sécurité à votre fournisseur. Comme ça vous permet de vous assurer
la capacité virucide du produit que vous achetez, et puis vous assurez du temps de contact, parce que bien souvent sur la fiche technique, il est écrit le caractère virucide d'un produit, mais ça va être écrit virucide au bout de 10 minutes, par exemple. Donc, vous voyez bien que pour des surfaces qui ont besoin d'être, où on passe juste un petit coup de chiffon rapidement sur une poignée de porte, ce n'est pas du tout un produit adapté pour faire de la désinfection. Voilà. Peut-être certains ont des questions avant de passer au volet assainissement et ventilation des locaux de travail. Sinon, on enchaîne tout de suite et regardez des questions. Non, ce n'est pas forcément le cas. Eh bien, j'enchaîne. Donc, je vous disais effectivement, alors ça, c'est les données scientifiques ont quand même beaucoup évolué depuis ces derniers mois sur ces questions, puisque effectivement, au départ, on parlait de contamination plutôt par des gouttelettes. Quand l'hypothèse de la contamination par aérosol est arrivée, on s'est dit qu'effectivement, il y avait un risque important de concentration du virus dans les espaces clos, d'où l'intérêt d'une ventilation de ces lieux. Effectivement, l'ouverture des fenêtres ou la ventilation permet un renouvellement d'air qui va limiter la concentration du virus dans l'atmosphère. Alors, juste un petit rappel qui est lié au Code du travail. Normalement, quand on a une VMC dans son entreprise, dans son établissement, on a l'obligation de s'assurer qu'il y a un débit minimal d'air par occupant. Ça, c'est le Code du travail qui le dit, en mètres cubes par heure. Alors, vous allez me dire comment je sais, moi, que ça fonctionne et qu'on est à ce débit. Eh bien, en fait, vous avez aussi l'obligation, normalement, de maintenir ces installations opérationnelles en les faisant vérifier une fois par an. Donc, avec des personnes compétentes en la matière, il y a un contrôle périodique qui est nécessaire. Donc, vous voyez, en fonction de quel type de locaux vous occupez, il y a des débits qui sont plus ou moins importants. Donc, vous voyez, un local de restauration, on est à 30 mètres cubes heure. Et dès qu'on augmente, avec une pollution spécifique, on augmente ce débit. Alors, aussi, on a un autre moyen qui est plutôt récent de s'assurer qu'effectivement notre local est suffisamment aéré. On a ce qu'on appelle un indice de confinement qui est directement lié à la concentration en CO2 dans l'atmosphère. C'est quelque chose qu'on utilise déjà en qualité de l'air intérieur depuis plusieurs années. Alors, j'essaie de vous expliquer rapidement. Quand on respire, on expire tous du dioxyde de carbone. Plus on est nombreux dans une pièce, et plus il y a de chances qu'il y ait de dioxyde de carbone à se concentrer dans l'atmosphère. Et si un endroit est peu ventilé, ce CO2 va s'accumuler. Donc, c'est en ça qu'on considère que cette concentration en CO2 dans une pièce est un marqueur très intéressant de confinement. En fait, ça nous permet de savoir si finalement la pièce on est trop confiné dans cette pièce, trop nombreux. Alors, trop nombreux par rapport aux moyens de ventilation qui existent. Donc, en fait, très récemment, vous voyez, ça date du 28 avril, au Conseil de la santé publique a émis un avis relatif à l'adaptation des mesures d'aération directement relative à cet indice de confinement, donc cette concentration de CO2. Il préconise aussi dedans d'ouvrir les fenêtres au moins 5 minutes toutes les heures et quand ce n'est pas possible, de mettre des solutions techniques en place. Et ils ont donné un taux d'alerte limite pour cet indice de confinement qui doit être inférieur à 800 parties par million. Alors, de la même manière, vous allez me dire comment je mesure ce taux de CO2 dans mon établissement. Il existe des petites sondes, j'en ai mis une petite photo ici. Il y en a de plusieurs types, à tous les prix, mais on a des premiers prix qui tournent autour de 100 € à peu près. Ça peut monter très très haut, puisqu'en fait, on peut aussi faire de la mesure en temps réel, c'est-à-dire qu'on enregistre sur 24 heures la quantité de CO2 qui est tout au long de la journée. L'avantage, on n'est pas du tout obligé d'utiliser un testeur avec de la mesure en temps réel. Si on est capable de mesurer, par exemple, au moment d'affluence les plus importants, se dire que quand le restaurant est plein à la jauge qui a été demandée, par exemple, on est en dessous de ce facteur de 800 ppm, on est plutôt tranquille sur les conditions d'aération de son local. Voilà, et puis je voulais aussi vous faire un petit focus sur tout ce qu'on entend, sur les moyens de désinfection de l'air, de traitement de l'air. Alors, je ne sais pas si vous avez été sollicité par des commerciaux sur ces questions, mais là, je vous ai mis un petit tweet
de Geoffroy Roux de Bézieux du MEDEF, qui avait visité plusieurs entreprises qui proposaient des solutions de désinfection. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un tunnel gonflable à l'entrée de votre restaurant où vous projette du désinfectant sur vous. C'est très, très agréable. Hein. Autrement dit, ça n'a absolument aucun intérêt, hein, puisque comme a pu vous le décrire le docteur Oxenelder, le virus, il provient de vos poumons, de vos voies aériennes, et vous pouvez vous verser tout le désinfectant que vous voulez sur la tête et le corps. Ça ne changera absolument rien à votre contamination. Donc, c'est absolument pas efficace. Alors ça, c'est plutôt pour la blague, mais il y a aussi plein d'autres moyens de désinfection qui sont vendus actuellement, hein, la photocatalyse de l'air, des purificateurs d'air, la désinfection à l'ozone. Je vous mets en garde au même titre que l'INRS et l'ANSES sur l'utilisation de ces dispositifs, hein, pour plusieurs raisons. Effectivement, voilà ce que dit la science, hein. Il y a une forte promotion de ces différents moyens de désinfection. Sauf qu'en fait, par exemple, ces traitements physico-chimiques de l'air, comme la catalyse, la photocatalyse, l'ozonisation, déjà, leur efficacité contre le virus n'est pas totalement prouvée. Hein. Et en plus, ils ont la capacité, parce que c'est des méthodes qu'on utilise depuis longtemps pour dégrader les polluants en qualité de l'air intérieur. Donc, ils dégradent ces polluants. Le problème, c'est qu'ils les dégradent parfois de manière incomplète et ils vont former des composés potentiellement dangereux pour la santé, y compris des agents chimiques type CMR, donc cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc finalement, on ne va peut-être pas diminuer totalement son taux de Covid dans l'atmosphère et en plus, on va générer des polluants qui sont dangereux pour la santé. Donc finalement, en dehors d'une aération efficace, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut coupler à sa ventilation, on peut l'équiper d'un filtre dit HEPA, hein, avec une classe H13 au minimum. En fait, c'est une action mécanique, c'est un filtre avec des pores tellement petits qu'on arrête le virus. Et là, dans ces cas-là, on a un assainissement d'air qui est très, très efficace. C'est le type de dispositif dont sont équipés les avions, les trains, etc. etc. Donc, comme vous aurez accès à ce PPT, vous aurez accès à l'ensemble de l'article de l'INRS qui décrit les avantages et les dangers de ces différents dispositifs. Voilà, moi, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à ma collègue Sandrine Robin. Voilà, à moins que certains veuillent poser des questions dès maintenant ou on échangera à la fin du webinaire. Je vais reprendre la main du coup sur la troisième et dernière partie de ce webinaire. Si Katia, tu veux bien me laisser la main pour le partage d'écran. Ouais. J'avais une petite question. C'était une question, s'il vous plaît. Ce protocole ne fait-il pas doublon avec la mise à jour du RURP? Excusez-moi, ça ne me dit rien du tout. Alors, c'est le document unique des risques professionnels. Ah, moi, j'appelle ça le DUERP, effectivement. Vous parlez du protocole national, du plan d'action peut-être la personne qui a posé la question. Oui, c'est ça. Quand vous avez commencé, vous parliez effectivement du… Effectivement, en fait, ce plan d'action, ce PCA par exemple, hein, vous pouvez très bien l'annexer à votre DU. C'est vraiment effectivement intéressant. Après, ce plan d'action, il est vraiment très opérationnel. Le document unique, il va mettre en évidence le risque et les grandes actions mises en place. Normalement, le plan d'action, il est beaucoup plus opérationnel. Donc, effectivement, ça peut faire doublon, mais beaucoup de gens, par exemple, l'annexent à leur document unique. Voilà. D'accord, merci. Si d'ailleurs, à ce propos, si vous le souhaitez, nous régulièrement, depuis quelques mois, et je crois qu'il y a encore une ou deux dates, fin mai et début juin, on propose un webinaire sur la mise à jour du DU dans le cadre du Covid-19, donc avec des exemples, quoi mettre dans son DU dans ce cadre-là. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, connectez-vous sur le site de la ST35 et vous verrez les prochaines dates disponibles pour ce webinaire. Je te laisse la parole, Sandrine, s'il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Donc, troisième partie, la remobilisation des équipes dans le travail. Donc, il semblerait que ce soit une thématique qui vous préoccupe beaucoup. Donc, nous allons prendre un petit peu de hauteur et regarder ce qui a pu se passer sur cette année voilà, depuis mars l'année dernière, à vrai dire. Donc, une simple frise chronologique va bien montrer les différents constats. Donc, vous en êtes à votre deuxième réouverture
réouverture après une ouverture qui s'est déroulée à l'été dernier. Donc effectivement, là, il y a une grande différence dans les temps de fermeture. La première fois, vous aviez été arrêté à 2 mois et demi. Là, c'est 7 mois de fermeture. Alors, pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui ont continué une activité un petit peu en pointillé. Je pense notamment aux restaurateurs avec la vente à emporter. Alors concrètement, on va regarder ce qui a pu se passer pendant cette année. Donc les données que je vais vous montrer sont issues d'un questionnaire adressé aux adhérents de l'UMI en avril 2021. Donc je remercie ceux qui ont bien voulu participer à cette enquête. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'ouverture? Donc c'est 5 mois d'ouverture l'été dernier. Donc, il y a eu quand même des retours très positifs sur cette réouverture en lien avec le respect du protocole sanitaire par les équipes. Donc, c'est quelque chose qui a quand même été bien accepté et bien déployé dans vos établissements, au même titre que les équipes ont répondu présentes et ont montré une certaine motivation à la reprise de leur activité. La question derrière, c'est est-ce qu'on va retrouver plus ou moins les mêmes conditions pour cette réouverture qui se profile la semaine prochaine? Donc ça, je sais que c'est une grosse question qui vous préoccupe sur la fuite des cerveaux et ce ne sera pas vraiment l'objet de mon intervention aujourd'hui. Alors, troisième point positif, c'était également la présence de la clientèle, hein. C'est vrai que je pense qu'on attend tous de pouvoir reprendre une vie un peu normale. Donc là, elle avait répondu présente l'année dernière. Et puis, au niveau des points négatifs, on peut dire qu'ils sont plus axés sur le protocole sanitaire qui vous était imposé et qui était lié à l'aménagement de la salle, les fameux mètres carrés qu'il fallait laisser entre chaque table pour les restaurateurs ou même dans les hôtels. Il y avait également en lien très étroit l'organisation des temps de travail des équipes, hein, parce que c'est vrai que vous étiez confrontés à des jauges à l'intérieur de vos établissements, mais également à un couvre-feu, des horaires très stricts. Donc, c'est vrai que dans l'organisation des équipes, ça peut poser un certain nombre de questions. Et puis, dernier point qui est apparu et qui est peut-être un petit peu surprenant, c'était plus la discipline de la clientèle par rapport au respect des mesures sanitaires et plus particulièrement le port du masque dans les établissements sur des zones communes. Donc, entre reprendre un rythme de travail, se remettre au travail et faire le gendarme, voilà, il faut un peu faire cet arbitrage-là. Alors ensuite, une question a été posée sur ce qui a pu se passer dans vos établissements pendant ce mois de fermeture. Donc, ces 7 mois de fermeture et plus particulièrement sur le lien que vous avez pu conserver avec vos équipes. Et là aussi, c'est un tableau pour ceux qui ont répondu qui est assez positif puisque pour la plupart, vous avez pu conserver un lien avec tout ou partie de l'équipe et que globalement, le moral est plutôt bon, hein, sur une échelle de 1 à 5, vous situez vos salariés entre 3 et 5 sur un état d'esprit, envie de reprendre, hâte de reprendre une activité. Pour autant, vous êtes quand même soucieux de la motivation de vos équipes à réellement reprendre le travail et à retrouver le rythme. Donc, il y a 3 sujets qui ont été donnés. Qui sont la motivation des équipes et la perte de compétences et des automatismes. Alors, c'est sûr, hein, on ne va pas se mentir, un arrêt de 7 mois marque vraiment une rupture par rapport à son environnement de travail. Il y a également un délitement du lien social avec les collègues. C'est vrai que pour ceux qui ont complètement arrêté, il y a eu une mise en retrait. Et donc, il y a quelque chose qui se manifeste et qui est du ressort de la torpeur psychologique, la crainte de ne pas être de nouveau à la hauteur, ne pas savoir gérer le client dans ses attentes, dans ses besoins, ne plus s'inscrire aussi dans le rythme, hein, parce qu'on sait que le milieu de l'hôtellerie, de la restauration est un rythme assez exigeant avec des horaires un peu atypiques. Donc, c'est un peu ce qui se joue là dans le cadre de cette reprise et une crainte
vraiment exprimé de la part des employeurs. À côté de ça, il y a l'organisation des horaires de travail et aussi la flexibilité du personnel, dans le sens où vous vous interrogez sur est-ce que je vais pouvoir demander à mon salarié de venir 1 heure avant, rester 1 heure après? Est-ce qu'ils sont encore dans cette dynamique de faire un effort pour l'entreprise? Donc, vous voyez un peu les 3 thématiques qui reviennent assez fortement à travers l'enquête que nous avons pu mener. Alors, concrètement, nous avons aussi interrogé les personnes sur quels étaient les moyens d'action envisagés pour essayer de remobiliser les personnes, parce qu'en tant qu'animateur d'équipe, ça va être un peu votre rôle de reconstruire un peu tout ça. Donc, il y a 2 moyens d'action qui se sont détachés. Le premier, c'est la réunion de communication. Donc, une réunion juste avant la réouverture qui s'articulerait, à mon sens, autour de 3 objectifs qui sont les suivants. Donc, rassurer dans un premier temps, informer et échanger, et puis remercier. Donc, on va détailler chaque partie, chaque objectif qui sont donnés dans cette réunion. Donc, rassurer, c'est déjà faire le bilan de ce qui s'est passé pendant ce confinement, ce dernier confinement, le contexte de l'entreprise, comment elle a fonctionné, y compris quand il y a eu une petite reprise d'activité, être assurant sur l'aspect financier de l'entreprise et puis par rapport à l'emploi. Donc, essayer de jouer la carte de la transparence, même si je suis consciente que tout n'est pas bon à dire, mais voilà, essayer de donner le plus de visibilité possible pour rassurer et éviter aussi qu'il y ait une incertitude et une insécurité pour les salariés. Et ensuite, et ça c'est un point qui est très très important, c'est formuler la confiance que vous avez envers vos équipes, les compétences des salariés. Et là, je vous invite très fortement à lister un peu ce qui s'est bien passé lors de la première réouverture pour être factuel, donner des exemples très concrets et les rassurer dans le sens où ça va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour cette nouvelle réouverture. Donc, inspirez-vous d'exemples concrets sur cette première réouverture. Alors, ensuite, le deuxième aspect, deuxième objectif, informer, échanger, ça va consister principalement à donner à voir ce qui a pu être fait pendant cette absence-là, les projets qui ont été menés, la rénovation sur certains aspects du lieu de travail, donner de l'information également sur les dispositions sanitaires. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est vraiment défini. Est-ce qu'on va partir sur le protocole sanitaire qui existe ou est-ce qu'il y aura des nouveautés? Donc ça va être votre rôle aussi de donner de l'information. Et puis, et là, je pense que les salariés vous attendent là-dessus, c'est donner de l'information sur l'organisation que vous proposez pour adapter l'activité. Alors, autre point sur la partie information-échange, c'est par rapport aux attendus du travail, que vous redonniez un peu les attendus, les missions de chacun, et que vous axiez les choses sur l'entraide du collectif. On sait bien qu'à la reprise, tout le monde ne va pas être sur un même pied d'égalité et que la symbiose, l'entraide dans le collectif va être très important, en tout cas dans les premiers jours. Quand ça va commencer à s'installer, dès la réouverture, on sait bien qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être pas être tout à fait dans le même mouvement et donc c'est un peu compter les uns sur les autres et ce qui fait la force d'un collectif de travail. Alors, remercier, c'est en 2 phases, mais si vous voulez, qui ne sont pas dissociées. C'est remercier en fait les personnes qui ont continué à travailler et qui ont maintenu une activité pendant cette période-là. Et puis, c'est aussi, et ne pas oublier ceux qui ont été complètement en arrêt, les remercier de leur patience ou voire même les remercier d'avoir maintenu un lien avec l'entreprise à travers des moyens de communication. Et on l'a vu, il y a des groupes WhatsApp qui se sont montés, des communications par téléphone. Le lien n'a pas vraiment été rompu. Donc, ça, c'est important aussi de reconnaître ça alors qu'il n'y avait pas d'obligation de le faire.
Et puis enfin, c'est peut-être anticiper aussi le remerciement sur ce qui va se passer et en leur disant on compte sur vous et sur le dévouement que vous allez mettre dans le travail, la flexibilité que vous allez probablement attendre dans le cadre de cette réouverture. Donc, vous voyez, 3 objectifs. Concrètement, comment on organise et on mène cette réunion? Alors, en termes d'organisation, ça va peut-être se faire un jour ou 2 avant la réouverture. Selon le canal que vous allez décider, le canal le plus pertinent, est-ce que vous communiquez sur cette réunion par les réseaux WhatsApp, voilà, une visio, un courrier, un coup de téléphone? À vous de voir selon la taille de votre entreprise et les liens que vous avez avec vos salariés. Et ça va être d'informer sur le cadre de cette réunion, la durée, le contenu, ce à quoi il faut s'attendre pour que aussi les salariés aient pu un peu se préparer. Ce n'est pas un simple échange, hein, quelque chose d'informel. Non, il y a quand même un cadre avec du contenu. Et dans la mesure du possible, et là je mets aussi tout ça entre guillemets, et tout va dépendre de la taille de votre établissement, c'est essayer de réunir le personnel dans son intégralité, tout en conservant bien sûr et en respectant les gestes barrières, mais ça va permettre de se revoir, de discuter du travail et même autre chose. Et si ça n'est pas possible, si votre établissement est de trop grande taille, peut-être choisir les bons relais pour dispenser l'information ensuite. Alors, en termes d'animation de la réunion, c'est vous qui allez être porteur, qui allez prendre la parole, hein, beaucoup. C'est quand même une réunion avec un flux descendant, peut-être un peu prescriptif, même s'il faut pas du tout fermer la porte au dialogue et à l'échange. Mais dans un premier temps, une réunion, on commence toujours par rappeler le cadre que vous aurez d'ailleurs donné à voir à travers l'invitation à cette réunion-là. Donc, c'est quelque chose de court, mais surtout, en fait, il faut vraiment aller à l'essentiel sur les messages fondamentaux que vous voulez faire passer, en n'hésitant pas à utiliser des images pour un peu lever le doute sur la capacité des personnes à reprendre le travail. Vous voyez, là, j'ai pris quelques exemples. Le serveur qui se dirait « ça va être compliqué pour moi, je ne vais pas tenir le rythme, j'ai peur ». Lui dire que les automatismes, c'est comme refaire du vélo, quoi. En fait, ça s'oublie pas vraiment. Et même si physiquement, ça peut être compliqué, ça va vraiment vite revenir. Au même titre que le collectif, vous voyez, pour qu'une automobile fonctionne bien, il faut que tous les éléments soient en parfait état de fonctionnement. S'il y a un élément qui dysfonctionne, il y a fort à parier que ça ne va pas pouvoir le faire. Eh bien, c'est exactement pareil pour un collectif de travail, d'où l'entraide dont je vous parlais tout à l'heure. Et comme je vous le disais, même si c'est une réunion plutôt prescriptive, où vous allez donner beaucoup d'informations et prendre beaucoup la parole, c'est aussi l'occasion pour les salariés de discuter de certains sujets. Je pense notamment au moment où vous allez donner de l'information et échanger sur l'organisation du travail. Ça peut être l'occasion aussi de débattre d'un certain nombre de sujets, car il y a forte adhésion en fait lorsque les sujets sont débattus en collectif, même si vous gardez l'arbitrage hein, du choix qui sera fait pour faire tourner votre établissement. Alors voilà, la simple réunion, quelque chose qui est quand même important et qui se prépare. Le deuxième aspect qui nous a été donné et qui est très intéressant et qui va dans le sens aussi de ce que nous mettons, nous, ergonomes, dans notre métier, c'est le travail à proprement parler au travers d'une remobilisation de l'ensemble du collectif, une remise en mouvement qui va permettre à titre individuel de redonner envie, parce qu'on réintègre les locaux, on revoit les collègues, ça redonne confiance aussi en ses capacités et ça permet de réduire les appréhensions. Enfin, voilà, on l'entend, hein, je ne serai plus capable ou parfois est-ce que j'ai envie de refaire
le métier pour lequel j'ai été formée. Donc, vous voyez, c'est un peu mettre le pied à l'étrier là-dessus. Et puis, à un niveau plus collectif, c'est retrouver la symbiose, c'est donner la possibilité de renouer avec les collègues, recréer du lien, retravailler ensemble et réapprendre. Voilà, 7 mois, c'est pas rien d'arrêt. Alors, concrètement, comment on fait? On vous donne des exemples sur lesquels vous pouvez vous inspirer. C'est de refaire revenir vos équipes, peut-être à raison de demi-journée de travail, et sur des thématiques très ciblées que vous jugerez prioritaires pour vos établissements. Et on le voit, beaucoup ont commencé à le mettre en place. On vous donne quelques exemples. Il y a une nouvelle carte, il y a des nouveaux menus. Bien, pourquoi pas tester, donner son avis, simuler une phase de service avec, et ce qui va dans le sens de l'autre idée également, nouvel aménagement des tables, essayer de simuler, se remettre en mouvement, prendre un plateau, mettre des verres, vous voyez, jouer le rôle du client, prendre plusieurs commandes, tout ça en fictif. C'est très ludique et ça peut permettre de bien se préparer. Et puis un pan qui est peut-être moins discuté et sur lequel j'ai déjà évoqué l'idée tout à l'heure, c'est de se mettre autour d'une table et de penser ensemble la rotation des équipes. Et si on en parlait, justement. Donc, vous avez sûrement une idée de l'organisation que vous souhaitez mettre en place. Et après, c'est voir avec les équipes comment vous vous organisez. Est-ce qu'il y a des personnes qui font le service le matin, le midi et le soir, si vous décidez d'ouvrir sur ces 2 plages horaires? Ou est-ce que voilà, il y aura juste un service le midi et puis une équipe peut-être qui travaille un jour sur 2, un jour sur 3. Donc, à vous de voir, mais comme je vous le disais tout à l'heure, la meilleure façon d'en tirer le meilleur parti et qu'il y ait adhésion du collectif de travail, c'est qu'ils soient aussi acteurs de leur propre situation de travail. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette partie vraiment remobilisation des équipes avec 2 exemples très concrets de comment vous pouvez initier les choses. Donc maintenant, je vais relaisser la main peut-être à Monsieur Richard s'il y avait des questions sur le chat ou plus largement si quelqu'un veut aborder des choses sur toutes les thématiques que nous avons pu aborder. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Robin. Merci également à vous, Madame Bouboitin, pour cette présentation complète. J'espère qu'elle a pu rassurer tous mes collègues, répondre à vos questions, à vos inquiétudes. Je vous souhaite à tous une bonne réouverture. Oui, exactement. Je pense que ceux qui ne le sont pas encore ont une furieuse envie de retravailler. Nous, on a la chance de travailloter, mais on sent déjà clairement au niveau de la demande hôtelière plus qu'un frémissement depuis la semaine dernière. Il y a énormément de demandes. Donc, qui dit demande pour les restaurants dit évidemment demande à venir pour nos amis restaurateurs. Et c'est plutôt une bonne chose. Et je vous dis, les gens, nous, si on se réfère à l'été dernier, qui a été un été juste énormissime, puisque les gens, évidemment, ne pouvaient pas trop bouger, on peut augurer quelque chose d'assez similaire pour cet été. Ce que je nous souhaite, mais enfin, je ne nous souhaite pas qu'un bon été, je nous souhaite à tous, évidemment, pour au-delà de cet été, cet hiver, et puis surtout l'année 2022, parce que c'est assez dramatique de se dire que maintenant, l'objectif 2022, c'est de repartir comme dans la vie d'avant. C'est vrai. On sera au rendez-vous. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Bon, mais merci à tous pour d'avoir participé. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à vos attentes. C'était des discussions très intéressantes. Il y a un autre webinaire qui aura lieu le 27 mai, je crois. Oui. Alors, communiquez autour de vous, éventuellement, ceux qui... on avait fait 2 dates, puisque juste avant l'ouverture des terrasses et puis avant l'ouverture des restaurants en intérieur. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de vous. Si le webinaire vous a plu, les informations qu'on a partagées vous ont été utiles. Merci de communiquer à vos collègues, vos connaissances. Il y a une petite question peut-être
que la question a déjà été posée, mais la distance est-elle de 1 mètre ou 2 mètres de dossier? Alors, il n'y a pas eu de précision vraiment par rapport à ça. Ce que disait le docteur Axenhaller, c'est qu'effectivement, du fait que maintenant la distance soit de 2 mètres, on peut imaginer que c'est ce qu'il faut respecter. Après, est-ce que le fait d'être dos à dos permet d'être à moins de 2 mètres? J'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été écrit en ce sens. Je crois. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne reprise. Bonne reprise. Merci. Bonne reprise. Au revoir, merci. Merci, au revoir.